voici aujourd'hui au nord du département, sur les hauteurs, en plein cœur du bourg de la Flosselière. La Flosselière, un petit village situé entre les châteliers Châteaumur et Saint-Michel-Mont-Mercure. La Flosselière est une commune rurale typique du Haut-Bocage vendéen. Le territoire s'étend sur 2 bassins versants, la Sèvre à l'est, le Lay à l'ouest. La Flosselière conserve donc tout un patrimoine propice au développement de milieux naturels. Ici, le granit anime le paysage, les campagnes, les forêts et les bois. Savez-vous également que le cœur de bourg de la Flosselière conserve une pépite patrimoniale, le parc de son château, propriété de la famille Vignal. Bienvenue au jardin. Madame Vignal, merci de nous recevoir ici donc, à la Flosselière. Est-ce que vous pouvez me parler de la particularité de ce parc du château de la Flosselière? Ce parc du château de la Flosselière est intéressant parce qu'il est multiple. Je dirais que chaque angle du château donne une atmosphère et nous plonge dans une époque différente. Et je pense que ça fait partie d'une des particularités du château. Oui. Là, on arrive dans une partie, je pense, qui pourrait être attribuée à la période médiévale. Oui. On quitte Bien sûr. Là, on est dans l'ancienne haute cour du château, donc on est évidemment dans cette partie médiévale. Il en reste ses ruines, bien sûr, après la Révolution, et transformées en terrasse et qui en donne aujourd'hui tout ce romantisme entre les ruines, la végétation, ce jardin dessiné à la française, et surtout cette vue plombante donc c'est tout un ensemble qui rend cette terrasse très appréciée de nos mariés essentiellement. Bien évidemment, puis qui symboliquement est quand même importante parce que si je comprends bien, nous sommes sur l'assiette de l'ancien château médiéval transformé en terrasse, donc en base de ce jardin et qui ouvre effectivement sur ce Haut-Bocage. Le domaine va jusqu'au bout, Madame Vignal? Le domaine va jusqu'au bout. Il y a l'ancienne ferme du château que nous avons rachetée et que nous louons pour en gîte. Et il y a tout un chemin pédestre qui remonte jusqu'à l'ancien moulin à vent que vous voyez. Juste à côté. Donc là, on peut se rendre compte de l'étendue du domaine à l'époque. Depuis 1090 à peu près, les premiers documents. Donc ce qui est énorme. Là, nous sommes simplement sur une petite partie du parc du château de la Flosselière. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous acceptez que nous poursuivons notre balade? Je vous emmène volontiers, peut-être en contrebas de la forteresse, et on pourra contourner vers la partie est du château avec cette façade de style Renaissance. Vous allez découvrir l'atmosphère parce qu'elle est vraiment différente selon les endroits. Le jardin potager médiéval qu'on a essayé de reconstituer comme il pouvait être à cette époque, puisque c'était de coutume d'avoir des carrés avec des plantes médicinales, des plantes aromatiques mélangées avec des fleurs. Et donc c'était vraiment une habitude médiévale en bas des ruines, et donc on a essayé de reconstituer la même chose. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui pour moi m'inspire beaucoup, qui est très apaisant, parce qu'en plus il domine l'étang, vous verrez après. Voilà, puis il domine toujours ce bocage. Quelles sont vos sources quand on décide à un moment donné de créer un jardin comme ça d'inspiration médiévale? Sur quoi s'appuie-t-on?
Alors, Sur moi, l'enluminure personnellement, comme je n'ai pas suffisamment de connaissances médicinales et autres, c'est avant tout esthétique. Après, je me fais aider par des personnes qui sont plus compétentes pour essayer de trouver justement les plantes adaptées. Mais pour moi, c'est déjà un regard. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui, c'est important pour vous de Et fédérer. alors, j'ai toujours mon idée. Mais j'ai besoin de l'étayer par des connaissances voilà, multiples. Et c'est pour ça que j'ai des personnes qui m'aident au quotidien et avec qui on échange vraiment. Et qui sont précieuses, j'imagine. Oui, et qui sont passionnées. Avant de poursuivre avec Sandrine, retrouvons notre apprenti du paysage pour la minute Le Jardin et moi. La gestion différenciée, c'est quoi? C'est une gestion différente des espaces verts en commune ou encore chez vous. Aujourd'hui, nous vivons à l'heure de l'écologie et de l'environnement. Les adventices, communément appelées les mauvaises herbes, ne sont pas si mauvaises que ça. Les produits phytosanitaires sont interdits en France, et tant mieux. Maintenant, il faudra s'habituer à la végétation en pied de mur ou encore dans les massifs. On peut utiliser les déchets comme paillage pour garder la fraîcheur dans nos massifs. Et autre technique dans la gestion différenciée, c'est d'utiliser les animaux pour l'éco-pâturage. Je vous invite donc à changer vos habitudes pour préserver notre planète. Madame Vignal, vous allez dire si je me trompe, mais c'est vrai que donc on a vu cette terrasse, là, le jardin avec ces plantes médiévales. J'ai l'impression en fait que tous ces petits jardins sont inscrits au sein d'un immense parc paysager. Oui, C'est ça. oui, Ce parc complètement. paysager, il est attribué à quelle période à peu près? On est sur du 19e siècle comme En pour- soi, on est quand même sur une butte granitique Oui. qui est quand même, voilà, la base est médiévale. Les époques se sont succédées pour y apporter à chaque fois une atmosphère végétale qui correspond à la dominante, si vous voulez, de chaque époque. Donc c'est pour ça que le jardin médiéval avait plutôt sa caractéristique médiévale. Là, on est vraiment dans le romantisme. Ah, complètement, avec ces arbres. Voilà, qui se voulait plutôt voilà, au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est ce qui est passionnant quand on découvre en fait votre jardin. En fait, c'est que votre jardin, c'est un livre d'histoire. Oui, on pourrait vraiment dire ça. C'est vrai que où qu'on se pose, c'est un retour dans le temps. Complètement. Oui, Et oui. lorsque... Par exemple, cet étang avait disparu. C'est mon père qui l'a réhabilité parce qu'il l'avait retrouvé dans des gravures anciennes. À partir de quand votre famille est arrivée ici à la Flosselière? Alors, ça a été une histoire d'amour. Mon père a découvert ce château en plein hiver 78. Et voilà, il a entraîné toute sa famille dans cette aventure qui n'était pas une mince aventure puisque le château était inhabité depuis de nombreuses années. Et le parc est à l'abandon. Et le parc était complètement à l'abandon. Oui. Donc ça a été, je dis que ça a été l'œuvre d'une vie de restaurer ce parc, de lui redonner vie justement. Et vous, Ouais. aujourd'hui, Madame Vignal, quels seraient vos objectifs? C'est le maintenir, c'est le faire perdurer, le conserver, bien évidemment, mais est-ce que c'est aussi le faire évoluer et ensuite le transmettre? Évidemment que la première étape est de lui redonner ce qui a été mis en place par mes parents depuis tant d'années. Et tout ça génère plein de nouvelles idées. Et je foisonne d'idées nouvelles, évidemment. Et je pense qu'un château a aussi une vocation de transmettre et d'enseigner. Et donc si je peux être un peu précurseur aussi dans toutes ces idées nouvelles, je trouve que ce serait une belle façon de continuer à donner ce qu'un château doit apporter. Un château rayonne et voilà, je pense que c'est son rôle. Donc je me fais conseiller aussi et j'apprends pour pouvoir mettre en place ces idées nouvelles. Voilà. Donc là, nous sommes au niveau du lavoir, le lavoir du château. Oui, l'ancien lavoir. Le cadre est formidable.
Alors le cadre C'est est extraordinaire, je formidable, trouve. mais on a vraiment l'impression d'être dans une forêt, voilà, une forêt tropicale. Complètement. C'est vraiment la belle Bois dormant. Mais justement, ce lavoir attend d'être réveillé. D'où une de mes idées d'en faire un café-jardin. Et là, voilà, pour redonner un centre d'intérêt et que les personnes du village, nos hôtes, puissent se poser, écrire, parce que vous avez les deux cours d'eau là qui arrivent de l'étang. Donc vous avez le bruit de l'eau, vous avez le bruit, vous avez les oiseaux, le vent. C'est ombragé, donc c'est très agréable l'été. Exactement. Donc mon petit café jardin, je pense qu'il pourra naître l'année prochaine. Nous sommes cachés parce qu'on est en contrebas du chemin. Exactement. Voilà, il faut savoir que ce lavoir se cache ici. Donc il y a quelque chose de très intimiste. Mais c'est ce que vous disiez est-ce qu'il y a une unité dans ce château? Eh bien non, il n'y a pas d'unité parce que ce château, c'est 900 ans d'histoire et donc le parc ne peut pas avoir une unité parce que chaque angle du château inspire à une autre époque. Et là, effectivement, on ne peut pas imaginer qu'il y a juste à côté un jardin à la française, un parc romantique. Bon, voilà, là, on est dans une autre atmosphère. Merci. On continue? Oui, bien sûr. Je vous suis. Nouvel endroit, nouvelle ambiance. Est-ce que vous pouvez me parler de cette terrasse, Madame Vignal? Oui, là on est vraiment dans la partie jardin à l'italienne avec ces 3 terrasses qui a été redessinée par mes parents. L'assiette était ici, mais le dessin c'était complètement effacé. Là, c'était un champ qui partait en pente douce. Et on lui a redonné cette architecture et qui se prête complètement à cette façade de style Renaissance. À laquelle on ne s'attend pas du tout. Voilà. Et c'est justement toute la magie de ce château parce que voilà, tout à l'heure, nous étions entre les ruines, nous étions en bas de la forteresse médiévale. Et là, vous vous retrouvez dans une atmosphère Renaissance. Avec son grand perron et cette allée qui nous invite vers cet arboretum qui est en contrebas. Oui, que je vous montrerai. Parce que là, c'est vrai qu'on a une perspective qui est absolument remarquable. Et c'est vrai que là, on a vraiment cette façade digne du Val-de-Loire. Oui. C'est vraiment les façades d'inspiration donc Renaissance sur une base médiévale, parce qu'il faut bien comprendre que nous restons dans la structure de cette ancienne forteresse médiévale. L'histoire commence au XIe siècle. Donc c'est une évolution dans le temps, d'où et j'aime beaucoup le contraste avec et puis le rappel de l'histoire grâce aux ruines qui sont encore présentes. Et vous me parliez d'un arboretum, Madame Vignal. À partir de quand cet arboretum a été mis en place? Alors c'était vraiment c'était à la mode en 1800, 1810, 1820, 1830. C'était le début des voyages. C'était le début de cet exotisme et de cette fascination pour des essences américaines, africaines. Il y a des séquoias, il y a des tulipiers de Virginie, il y a un thuya géant de Californie, des voyageait, cèdres. on ramenait des graines. Exactement. Alors je pense des petits plants. Oui. Je pense pas des graines, mais je pense des petits plants. Et voilà, et ces petits plants ont mis 250 ans pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont arrivés jusqu'à nous. En tout cas, ils nous attirent, ces arbres. Oui. Et alors, c'est tout à fait dans l'air du temps, parce qu'on commence à comprendre combien un arbre est vivant et parlant. Et j'ai beaucoup maintenant de personnes qui viennent vraiment les entourer, s'y adosser, les embrasser. Enfin, Et c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous reprenez le flambeau de vos parents et vous vous trouvez confronté à des problématiques par rapport à l'environnement et à la nature qui sont tout autres. On n'a jamais travaillé avec des produits chimiques parce que notre jardinier est allergique aux produits chimiques. Donc c'était une chance pour nous. Donc quelque part à ce niveau-là, on continue de la même manière. Voilà, s'il y a des mauvaises herbes, enfin voilà, on va utiliser du vinaigre. Enfin, on a toujours utilisé des choses naturelles et qui en soi fonctionnent. Alors bien sûr, ça demande peut-être plus de temps.
temps. Bien sûr. Mais on a cette conscience, on était peut-être précurseurs, mais on a cette conscience depuis de nombreuses années. Ouais, Merci en tout cas. Ouais. Merci. On va y aller. Madame Vignal, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir, les années à venir? Ce château m'a appelée à 2 reprises, Ouais. quand j'étais toute jeune et puis maintenant. Donc oui, que je puisse garder cette énergie, parce que l'amour, je ne le perdrai jamais, mais cette énergie pour prendre soin de ce château. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on pourrait me souhaiter. Et en tout cas, c'est une vraie dévotion, parce que c'est plein de surprises, bonnes et moins bonnes parfois, d'angoisse, de joie, de partage. Donc je pense qu'on touche à tous les points d'une vie à travers ce qu'un château peut nous offrir. Donc c'est un grand bonheur et une grande responsabilité à la fois. Donc voilà, j'espère aussi en être digne et perdurer. Voilà, On a senti que vous étiez bien entourée. Oui, je le suis. Et ça, c'est très important. Alors on espère pouvoir revenir d'ici quelques années, en tout cas, au château de la Flosselière. Oui, et là j'espère vous montrer justement toutes les évolutions et toutes les idées et j'espère que mes idées se matérialiseront. J'espère aussi. J'espère. Merci à vous pour votre Merci accueil. de votre venue ici et voilà. À bientôt. Oui, surtout. Merci beaucoup. Continuez. Merci. Vous souhaitez vous déconnecter, vous souhaitez découvrir quelque chose d'autre, vous aspirez à d'autres paysages, rendez-vous donc au château de la Flosselière. N'oubliez pas que le parc du château reste toujours ouvert à toute saison, tous les jours. Sandrine ouvre son portail pour que vous puissiez venir découvrir ce chef-d'œuvre patrimonial. Partons vers d'autres horizons et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.